Bienvenue à cette cérémonie de lancement du séminaire sur l'harmonisation des contrats passés par les institutions de l'administration centrale de l'État. Votre présence en si grand nombre démontre votre intérêt à accompagner la réforme de l'État et à aider l'OMRH à faire face aux grands défis de l'heure. L'Office de management et des ressources humaines compte beaucoup sur votre participation active à toutes les phases de l'implémentation de la réforme de l'État et vous en remercie. Tous les spécialistes de la gestion publique conviennent que la capacité d'un État à élaborer des politiques publiques et à adopter des mesures d'accompagnement pour attirer les investissements, créer des emplois, promouvoir la croissance et se positionner dans la compétition internationale dépendent d'une bonne gouvernance. Si le génie et l'intuition pouvaient suffire à un chef militaire du XVe siècle, aujourd'hui le succès militaire dépend davantage de la bonne organisation administrative, des moyens logistiques appropriés et de la capacité technique du chef. La gestion publique axée sur les résultats ou encore l'émission de contrats axés sur les résultats coïncide donc avec l'ère de la bonne gouvernance. Le recours à des indicateurs de performance s'affirme aujourd'hui comme un passage obligé dans l'administration publique haïtienne. Il est indéniable que la performance d'une administration, qu'elle soit publique ou privée, repose sur la qualité de ses ressources humaines et une bonne gestion de ses ressources financières. Autant dire que les agents contractuels recrutés sur contrat, les services professionnels requis pour la fourniture de biens et la réalisation d'ouvrages d'envergure, au même titre que les fonctionnaires, sont d'une importance capitale pour le fonctionnement des services publics. L'importance croissante du débat sur les maigres ressources dont dispose l'État par rapport à l'ampleur des besoins des populations aboutit à la mise en question des services publics par les citoyens devant la non-satisfaction de leurs revendications. La rigueur dans la gestion des dépenses publiques devient une condition nécessaire pour légitimer l'État et l'appareil administratif qui l'accompagne. Ce séminaire sur l'harmonisation des contrats passés par les administrations au nom de l'État, à n'en pas douter, poursuit un certain nombre d'objectifs qui correspondent aux préoccupations de l'OMRH, l'un des 4 organes stratégiques de la primature et l'instance de pilotage opérationnel de la réforme de l'État. En effet, qu'il s'agisse de contrats d'engagement de personnel, de marchés publics de services, de fourniture ou de réalisation de travaux de construction, les mêmes soucis d'efficacité, d'efficience, de rentabilité, de respect du cadre légal et réglementaire doivent guider les administrateurs. L'État, ou pour être plus précis, ceux qui agissent au nom de l'État, ne peuvent plus continuer à engager les fonds du Trésor public en dehors des politiques, des procédures et des normes établies à cet effet. Ceux qui sont autorisés particulièrement à signer les contrats de service au nom de l'État doivent se demander, avant d'engager l'État, pourquoi je dois signer ce contrat? Quels sont les avantages que l'État aura à tirer en termes de résultats? Comment le fournisseur de services a-t-il été sélectionné? Le processus de sélection a-t-il été correctement documenté, voire compétitif? Les intérêts de l'État sont-ils suffisamment protégés? Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, il est opportun de rappeler que chaque fois que vous aurez à engager l'État dans le cadre de vos responsabilités respectives par la signature d'un contrat quelconque, vous vous engagez personnellement aussi. En effet, nous prenons pour acquis que ces étapes ont été soigneusement évaluées avant d'apposer votre signature. J'ai lu, j'ai compris, j'accepte, je m'engage. Mesdames, Messieurs, l'OMRH croit qu'une approche contractuelle basée sur les résultats doit être privilégiée et mise en application dans l'administration publique en général.
Suite à cette formation, devrait figurer par exemple dans les contrats négociés avec les consultants et dans les contrats de service avec les firmes des termes de référence axés sur les résultats et les paiements aux consultants et aux firmes devraient se faire sur la base de résultats attendus, objectivement vérifiables, mesurables et fournis dans les délais requis. Pour répondre à un besoin pressant sur lequel le Premier ministre s'est engagé devant le Parlement, un ensemble d'activités de formation et d'information, de mise en place de nouveaux outils de gestion et d'évaluation se multiplient au sein de l'administration centrale de l'État. Ce à quoi nous sommes conviés ce matin participe de la même démarche et traduit cet impératif de modernisation de l'administration publique. Il s'agit pour l'exécutif de renforcer les institutions publiques afin de mettre à la disposition de l'État des instruments adéquats devant lui permettre de concrétiser ses missions et objectifs. Ces activités auxquelles nous faisons référence procèdent de la réforme de l'État qui devient incontournable en vue de garantir la bonne gouvernance administrative du pays, tant au niveau central que territorial. Cette réforme de l'État implique donc l'engagement de tout le personnel de l'administration publique, à quelque niveau de responsabilité que chaque agent appartienne. Sans l'appropriation par ce dernier de la politique prônée dans ce domaine, il ne fait pas de doute que cette réforme, tant réclamée et souhaitée, est destinée à connaître le sort des faits conjoncturels sans lendemain, pour n'avoir pas reposé sur des bases solides, partagées par les principaux acteurs et intervenants du secteur. Conscient et convaincu de ceci, le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, a mis en place une stratégie qui consiste à mobiliser l'appareil d'État et son personnel à travers une méthodologie de partage d'informations et de formation et la mise en place d'outils susceptibles de guider l'action de l'État. Comme vient de le souligner le coordonnateur de l'OMRH, et cet organe va jouer un rôle central dans cette réforme. Et il est l'organe stratégique de coordination à vocation interministérielle institué auprès du Premier ministre, redynamisé, et il est chargé de conduire cette politique de réforme de l'État. Donc c'est pourquoi je vous invite, messieurs les directeurs généraux et ministres, à ouvrir vos portes et à l'OMRH, parce que c'est un outil indispensable pour l'avancement de la réforme. L'OMRH est de ce fait pleinement investi pour créer cet environnement de participation effective et d'appropriation pour les agents de la politique de changement et d'une autre manière de faire. Il lui revient de trouver et de proposer de meilleurs outils afin de rendre l'appareil administratif national plus rationnel, d'alléger, de simplifier et surtout d'uniformiser les actes et les procédures administratives, de maximiser l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de mettre en place des manuels de procédures clairs devant guider les actions et les activités de l'administration. Notre présence aujourd'hui à l'hôtel Montana, qui doit se prolonger jusqu'à demain soir à travers les représentants désignés des institutions publiques, est pour ouvrir 2 journées d'information sur l'harmonisation des contrats passés par les institutions de l'administration centrale de l'État.
Sans nul doute, beaucoup d'entre vous se questionnent sur la pertinence et l'importance d'une telle activité en se disant que ces contrats sont l'œuvre d'experts qui sont censés maîtriser un tel domaine de compétences. Pourtant, n'est-il pas donné de voir combien les actes émanant de l'exécutif sur un même sujet sont si différents d'une institution publique à l'autre? Ne se plaint-on pas parfois de l'incohérence et du manque d'harmonisation des contrats passés par l'État? Une administration déconcentrée, c'est une administration centralisée, mais il y a des règles particulières qui s'appliquent en matière de délégation de compétences qui sont accordées. Et tout cela pour nous amener à situer cette administration centrale. Donc l'administration peut aussi être une administration décentralisée. Et quand nous parlons de l'administration décentralisée, le raisonnement qui doit concerner ce tout que nous avons identifié comme l'administration. Rappelez-vous, on a dit l'administration, c'est un outil qui est placé entre les mains des pouvoirs. Cet outil reste un tout qu'on appelle l'administration. Mais dès qu'on parle d'administration décentralisée, ce tout qu'on appelle l'administration est découpé en plusieurs parties. Et quand nous disons que ce tout est découpé en plusieurs parties, tout en restant l'administration, c'est comme on pourrait dire, il y a une famille. La famille est une, mais au sein de la famille, il y a le père, la mère et les enfants. Donc, tout en étant une, c'est découpé en plusieurs parties. Quand nous disons que c'est découpé en plusieurs parties, l'administration va avoir une partie qui s'appelle l'administration centrale et d'autres parties qui seront considérées comme l'administration décentralisée. Et les autres parties qui sont différentes de l'administration centrale vont exercer leurs fonctions en toute autonomie organique. Donc, dès qu'on parle de décentralisation, on utilise une notion qui est la notion d'autonomie. On se rappelle, on doit revenir à l'administration qui est constituée, qui est un tout. Cette administration qui est un tout, qui est un outil placé entre les mains des trois pouvoirs, est découpée en différentes parties. Une des parties s'appelle l'administration centrale, et cette partie qui s'appelle l'administration centrale se retrouve être à la tête de l'administration, et on va expliquer pourquoi. Mais en même temps, il y a d'autres parties qui sont des administrations appelées administrations décentralisées. Avantage atelier, c'est que faut gagner un modèle de contrat unifié pour l'administration. Parce que tout ministère, il y a des contrats qui appelés à signer, des contrats pour embaucher monde, des contrats de consultation, des contrats pour faire acquisition de biens ou de services. Mais chaque monde a fonctionné suivant un modèle par eux. Donc, avec Atelier ça, tout le monde a un modèle unifié de contrat. Et puis, ça l'a déterminé, tout l'a déterminé responsabilité chaque monde. Parce que chaque ministère gagne des domaines que a engagé l'État, mais ce n'est pas tout qui a engagé l'État dans tout domaine. Par exemple, on se prend pour gestion patrimoine de l'État, tel État et tout domaine privé de l'État, c'est le ministère des Finances qui est habilité avec DGI à engager l'État dans le domaine ça. Donc l'autre ministère n'a pas qu'à signer un contrat comme ça. Donc si on a signé un contrat comme ça, il est nul. Il n'a pas engagé l'État vraiment. Donc un séminaire ça a fixé responsabilité de tout le monde et puis là il y a un modèle type de contrat pour chaque catégorie d'opération d'activité que l'administration centrale a gagné pour l'y engager avec le secteur privé ou avec, et même avec des pays étrangers. Qui doit engager l'État sur question de contrat? Chaque ministère doit signer un contrat, mais dans un domaine spécifique que est responsable. Par exemple, si il y a une route
par exemple, c'est le ministère des Travaux publics qui est habilité à signer un contrat avec firme qui peut exécuter route là. Mais comme le plus souvent, le contrat ça il y a des engagements financiers, il faut que le ministère des Finances signe avec elle pour, par exemple, franchise que l'État haïtien a accordé dans le cadre de contrat ça. Est-ce qu'on a rencontré des difficultés sur question contrat ça? Pas vraiment pour grands contrats, contrat pour construction, et grands contrats, et côté que normalement obligé de faire une passation de marché, obligé de faire un appel d'offres, pas de problème sur contrat ça. Mais le plus souvent, au cas de des contrats qui sont différents, par exemple, dans le recrutement et service de consultant, par exemple. Et donc, ça, il faut un modèle unique et que tout le monde engagé, par exemple, des consultants sous même base là. Que pas gagner des écarts entre, par exemple, un contrat ministère des Finances et puis un contrat ministère de la Justice. Il y a des contrats qui sont supposés standardiser. Mais pour grands contrats, et pour, par exemple, nous allons construire édifices publics, grands contrats, ça, ils sont standardisés et chaque ministère intervenu dans le domaine qu'il est supposé intervenir. Sur question passation de marché. Sous question passation de marché, nous connaissons actuellement que un séminaire tout qui est en cours, qui a commencé depuis un mois. Là, tout le monde a pas prendre procédure pour leur faire appel d'offres là, pour le transparent et que vraiment que le monde qui gagne marché et respecter toute indication qui est pour gagner, pour pas gagner passe droit, pour pas gagner passe bouquet. Est-ce que ça a un rapport à la modernisation de l'administration publique là? Oui, tout ça entre la modernisation de l'administration publique là. Et nous parlons de l'autre séminaire que l'OMRH a fait tout, et, par exemple pour standardiser le recrutement de l'administration publique. Actuellement, nous recrutons n'importe qui, on a mis mando, mais tout le monde pour nous mettre, si on pas soucieux, on connaît si on a gagné compétences pour poste côté à mettre là. Là, il y a le travail sur ça, et nous allons gagner des procédures pour recrutement, et que le recrutement va venir fait sous concours, j'ai été de faire.